Donc ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Il arrive quelquefois que quand j'ai à choisir comme ça le thème d'une conférence, d'une intervention, l'occasion de choisir le sujet me soit donnée par l'expérience simple de la vie quotidienne ou des expressions comme ça qui sont dans l'air du temps. Et c'est vraiment le cas de celle-ci. À l'origine de cette intervention que je vous propose ce soir, il y a une sorte de prise de conscience, de questionnement dans lequel je me suis trouvé pris, dans une situation très simple, qui a dû, que la plupart d'entre vous avaient dû rencontrer aussi. J'entendais simplement autour de moi, quelqu'un approche, donner à l'un de ses proches ce bon conseil, allez, s'il te plaît, sois toi-même. Et je me souviens, je ne suis pas intervenu, il faut se garder de faire son philosophe comme ça dans les occurrences de la vie quotidienne, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, à supposer que ça ait un sens, sois toi-même, concrètement, comment est-ce qu'on fait? À supposer que le conseil soit bon, comment fait-on pour le réaliser? Et j'avoue que j'étais un peu sonné en disant, mais je ne vois pas très bien ce que ça peut vouloir dire. Mais alors, ce qui a redoublé d'une certaine manière ma perplexité, c'est que quelques semaines plus tard, je me retrouve moi-même en présence d'un de mes proches, d'un de mes enfants, qui devait passer un oral, qui était un peu inquiet, un peu angoissé, puis qui commence à me demander des conseils, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois dire. Je devais être un peu pris par le temps, j'ai pas dû prendre très au sérieux sa demande et ses angoisses. Et je lui ai simplement dit, écoute, il n'y aura pas de problème, sois toi-même et tout ira bien. C'est-à-dire, moi-même, bien évidemment, j'avais été happé par le lieu commun, comme s'il ne m'était pas davantage possible qu'un autre de m'en libérer. Et c'est là que je me suis dit, tiens, ce que je n'ai peut-être pas le temps de faire comme ça, tranquillement dans mon bureau, je vais le faire devant le public de l'école de management de Strasbourg. On va véritablement affronter le lieu commun et se demander ensemble, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire et comment on fait? Alors on se rend bien compte, bien sûr, sans rentrer très profondément dans l'analyse, qu'on a quand même là une sorte de lieu commun d'une sagesse un peu approximative et convenue. On ne prend pas beaucoup de risques en donnant à quelqu'un le conseil d'être lui-même, et on prend aussi peu de risques d'ailleurs que de toute façon, il y a peu de chances que le conseil soit suivi d'effet. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on veut dire? À supposer qu'on veut dire quelque chose et non pas simplement se débarrasser d'un problème, qu'est-ce qu'on veut dire quand on donne ce conseil à quelqu'un? Sois toi-même. Premièrement, il me semble qu'on veut dire tout simplement qu'on l'invite soit, c'est là toute l'ambiguïté, à se comporter comme d'habitude, ne change rien, première hypothèse. Sois toi-même, c'est-à-dire ne change rien, tout ce que tu as été, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ça allait très bien, ça faisait l'affaire. Mais le problème, c'est que ça peut être exactement l'inverse. On peut très bien dire sois toi-même à quelqu'un dont on sent bien qu'il est en train de jouer un rôle qui n'est pas précisément, ou qui l'éloigne précisément de celui qu'il est d'habitude. Donc on peut très bien utiliser cette expression, aussi bien pour encourager quelqu'un à ne rien changer, que pour l'encourager, au contraire, à s'arracher à un certain nombre d'habitudes qu'il a prises et qui auraient en quelque sorte corrompu en lui ce qu'il est censé être vraiment. Et donc, quand on utilise cette formule, on sous-entend bien évidemment que celui à qui on conseille d'être lui-même, est en mesure de jouer un rôle, de se cacher derrière des masques, au lieu précisément de s'en tenir à ce qu'il est vraiment. Mais alors, jouer un rôle, on comprend à peu près ce que ça veut dire. Se comporter comme d'habitude, on comprend à peu près ce que ça veut dire. Mais ce que l'on est vraiment, ce que l'on est au plus profondément de soi, il y a là quand même quelque chose qui est beaucoup plus difficile à penser. Il me semble que quand on donne à quelqu'un le conseil d'être lui-même,
Il y a une sorte de sous-entendu implicite qui consisterait à peu près en ceci. Ça correspond à l'idée que d'habitude, je suis moi-même, ou à peu près, mais qu'il y a des circonstances où je ne le suis plus, où je joue par conséquent un rôle au lieu d'être moi. Mais si dans ce cas-là on me conseille d'être moi-même plutôt que de jouer un rôle, ça veut dire, là encore, qu'on considère que c'est quand même mieux quand je suis moi-même. Or, bien évidemment, tout cela pose un certain nombre de questions, et je me suis amusé à en lister quelques-unes pour lancer la réflexion, si vous voulez, c'est-à-dire au fond pour bousculer un peu le caractère conventionnel de nos représentations coutumières. Première question, pourquoi celui que je suis d'habitude serait-il meilleur et plus authentique que celui que je joue à être ? En quoi le rythme des habitudes est-il garant d'une authenticité plus grande que le jeu social, culturel, par exemple, que je joue ? Après tout, ça ne va pas de soi. Deuxième difficulté, penchons-nous vraiment sur celui que je suis d'habitude. Et imaginons que celui que je suis d'habitude soit effectivement celui que j'ai intérêt à continuer à être. Mais le problème, c'est que celui que je suis d'habitude n'a pas, bien évidemment, toujours été le même. Ce que j'appelle ici une sorte de moi habituel, structuré par des habitudes, ce n'est pas une sorte de moi éternel, c'est bien évidemment un sujet historique, un sujet engagé dans une histoire, qui a pu changer, varier, évoluer, se transformer, se convertir peut-être. Bref, n'ai-je pas changé ? Et non seulement il est probable que j'ai changé, à quelle habitude est-ce que je me réfère quand je pense à celui que je suis d'habitude, mais ne suis-je pas toujours en train de changer ? Se scléroser dans celui que je suis d'habitude, est-ce que ce ne serait pas la pire façon de ne pas être authentique ? La pire façon de se nier soi-même en tant que l'on devient, en tant que l'on est pris dans le jeu et dans le flux d'une histoire. Pourquoi absolutiser ce que j'ai pris l'habitude d'être et que je suis à ce jour devenu ? Il n'y a pas de raison particulière. Troisième difficulté. Ce moi que je suis censé être d'habitude. Je viens de dire qu'il n'est pas évident qu'il ait toujours été le même, qu'il ne soit pas le même en tout temps, mais il n'est même pas évident qu'il soit le même en tout lieu. Je ne suis pas le même quand je suis avec ma famille, quand je suis devant des élèves, quand je suis en train de faire un footing avec des amis ou en train de jouer au football, quand je suis en train de faire de la musique ou d'en écouter, je ne suis pas, bien évidemment, le même à chaque fois. Ce que je suis est toujours pris dans les filets d'un milieu, d'un contexte qui, bien évidemment, influe, non pas nécessairement sur ce que je joue à être, mais vraiment sur ce que je suis à ce moment-là, dans ce lieu-là, hic et nunc, ici et maintenant. Troisième difficulté, donc. Quatrième difficulté. À supposer qu'il existe quelque chose, mais ça ne pourra être pour le moment qu'une supposition, comme un moi substantiel, une sorte d'identité métaphysique et profonde qui serait moi. Une substance que je pourrais parfaitement identifier comme étant moi et rien d'autre. Donc imaginons qu'il y ait une telle substance, un tel moi substantiel, qui subsisterait derrière des masques, derrière des rôles, derrière des coutumes. Ça ne règle pas la question de savoir comment le trouver, comment le connaître, comment le reconnaître, et même, bien évidemment, comment l'être. Quatrième difficulté, donc. Cinquième difficulté, si on prend l'expression littéralement, on doit se rendre compte qu'elle contient quelque chose d'assez étonnant. Être soi-même. C'est pas seulement être soi,
être soi-même, c'est littéralement être le même que soi. Mais alors, ça veut dire le même que quoi? Le même par rapport à quel modèle? Le même par rapport à quelle norme, à quelle figure, à quel moment de mon histoire? Qu'est-ce que c'est que cette mêmeté qui me permettrait de reconnaître en moi le même que je suis? Elle pose bien évidemment des difficultés majeures. Et même cette mêmeté a-t-elle un sens pour ce vivant que je suis et pour ce vivant qui ne cesse de devenir, pour ce vivant qui ne cesse de s'altérer, c'est-à-dire de devenir autre, et pour ce vivant qui, pour reprendre un vers de Verlaine que certains d'entre vous connaissent sans doute, c'est dans Mon rêve familier, qui n'est jamais ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Il arrive bien souvent que les poètes nous aident à cerner le mystère du réel bien mieux que les philosophes et les hommes de science. Je crois, quand effectivement Verlaine écrit ceci: « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme que j'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ». Est-ce qu'il nous parle simplement de la singularité d'une femme indéfinissable, inaccessible, dont les traits de caractère seraient impossibles à circonscrire? Ou est-ce qu'il ne nous confronte pas au mystère radical de toute subjectivité? Est-ce que ce n'est pas chacun de nous qui n'est chaque fois ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre? Sixième difficulté, et la dernière que je vous infligerai avant d'essayer de les résoudre autant que faire se peut, ou en tout cas de les affronter, n'est-ce pas au contraire en deçà des habitudes qu'il me faut retrouver ce que c'est qu'être soi? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas parfois des formes d'authenticité plus grandes à ne plus être celui que l'on avait pourtant été si bien été pendant si longtemps? Vous savez que dans certaines traditions spirituelles, il est des événements qu'on appelle des événements de conversion. Quand je me convertis, conversion d'un François d'Assise, si vous voulez, par exemple, enfin, d'un Charles de Foucault, de ce que vous voulez, peu importe la tradition à laquelle vous référez, mais bien évidemment, je ne suis plus exactement le même que celui que j'étais jusqu'à présent. Littéralement, quelque chose en moi s'est retourné, c'est exactement ce qu'on veut dire convertir, convertere, retourner. Mais cette conversion, ce retournement, cette rupture par rapport à celui que j'étais, n'est-elle pas précisément le signe que je rejoins en moi, en tout cas parfois, quelque chose de peut-être plus authentique? Si le père de François d'Assise lui avait dit, avant sa conversion, « Sois toi-même », François d'Assise, bien évidemment, n'aurait jamais eu lieu. Et c'est donc parfois peut-être un mauvais conseil à donner. Il est bien des cas où il serait bon de dire à quelqu'un « S'il te plaît, arrête d'être celui que tu es. Tu risques, peut-être pourras-tu gagner quelque chose après tout. » Bon, donc on va essayer de s'engager dans ce dédale, dans ce maelstrom de questions. Je n'ai pas bien évidemment la prétention de les résoudre toutes, et c'est d'ailleurs pas le rôle de la philosophie. En fait, le rôle de la philosophe, c'est toujours assez confortable, c'est de poser des problèmes et de laisser les gens se démerder avec. C'est à peu près ça. Bon. On bouscule les représentations communes, on met à mal les clichés, et puis on dit, bon allez, hop, débrouillez-vous un peu avec ça, comme s'il s'agissait simplement de vous donner à penser. Bon alors, comme après tout, je suis payé pour être là 2 heures, je vais quand même rester avec vous, puis essayer de faire ce bout de chemin avec vous, et de me dire, justement, alors, qu'est-ce que ça me donne à penser? Quel parcours est-ce que je peux essayer d'élaborer, de construire pour entrer dans cette énigme du sujet, dans cette énigme du moi, dans ce mystère du moi dont, alors, j'ai pu écrire quelque part, excusez-moi, je ne vois pas très bien, qui ne va de soi que tant qu'on n'y pense pas. C'est ce qui doit être écrit derrière mon dos. Je ne me souvenais plus d'avoir écrit cette formule, mais elle doit être très très pertinente. Bon. Essayons d'y penser. Essayons d'y penser à ce moi que je suis généralement sans y penser,
et qu'on va essayer d'investir en y pensant. Alors je vous proposerai, s'il y en a qui aiment bien savoir exactement où on va, quel parcours on va suivre, alors s'il y a comme ça parmi vous des gens qui aiment savoir où ils vont, si je tiens parole, je vous propose une sorte de parcours en 4 temps. Je vais essayer d'abord, dans un premier temps, de sonder vraiment les affres du moi. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a de difficile, ou d'impossible, peut-être d'ailleurs, dans le fait d'être soi. Dans un deuxième temps, je reviendrai à une vieille formule que je situerai à ce moment-là, en essayant de voir comment on peut la comprendre. Une formule qui ressemble à celle que nous avons déjà évoquée, sois toi-même, mais qui est un peu différente. Connais-toi, toi-même. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'essaierai ensuite de dégager ce que j'appellerais l'historicité, ou l'historialité du moi, en envisageant son histoire, c'est-à-dire la façon dont je me réfère à moi-même dans un mouvement qui est toujours un mouvement de reprise et qui toujours engage la mémoire. Une chose est sûre, j'essaierai de vous le montrer, je ne peux pas venir à moi sans entrer dans le jeu de la mémoire. Quand je ne me souviens plus de moi, je ne sais plus qui je suis. Quand j'ai perdu la mémoire, je me suis perdu en même temps. Donc qu'est-ce qu'il en est de cette mémoire sans laquelle il n'y a pas de moi? Et puis, on se sera donc tourné un peu vers le passé que chacun de nous porte un peu en lui-même, et il s'agira de s'envisager aussi tendu vers l'avenir, au fond plutôt qu'être soi. Le but du jeu, ou l'enjeu, n'est-il pas plutôt de le devenir infiniment, selon un processus peut-être toujours à refaire? Est-ce que le moi est une donnée substantielle ou une dynamique de croissance, quelque chose qui se construit? Et à supposer qu'il se construise, comment se construit-il? Qu'est-ce que c'est que se construire soi-même plutôt que se contenter de l'être? Première partie, donc, les affres du moi. D'abord, je voudrais que vous compreniez bien, que vous saisissiez bien qu'il y a une sorte de paradoxe incroyable dans tout rapport à soi. Si j'essaie de m'interroger moi-même sur ce que je suis, ou si j'essaie tout simplement de me référer à moi, par exemple dans le souvenir, je me souviens de moi. Ah, quand j'étais enfant, j'ai honte de moi. Je voudrais me connaître. Autant d'expériences qui semblent bien engager quelque chose comme un rapport à soi. Mais justement, ça veut dire que ce rapport à soi, dès lors que je l'investis consciemment, dans la honte, le souvenir ou la connaissance, il prend la forme d'un dédoublement. Il se passe quelque chose de curieux. Ce que je saisis dans l'expérience de moi, c'est toujours un double. Je me souviens de moi. Il y a moi qui me souviens et moi dont je me souviens. J'ai honte de moi. Il y a moi qui ai honte et moi dont j'ai honte. Je me connais. Il y a moi comme sujet connaissant et moi comme sujet connu. Au fond, dès lors que je tente de me saisir, je me dédouble. C'est-à-dire que je ne fais l'expérience du moi, l'expérience du sujet, si vous préférez, que sur le mode du dédoublement, que sur le mode de l'écart, que sur le mode de la distance. Et il se pourrait que cette expérience simple, commune, que chacun d'entre vous a déjà fait, mais soit précisément ce qu'il convient de prendre au sérieux. C'est peut-être l'indice d'un écart. Et d'un écart qui n'est pas un accident, d'un écart qui est peut-être constitutif de ce qu'on appelle le moi. Le moi n'est peut-être rien d'autre que cet écart, que cette distance, que ce rapport, que cette béance qui, précisément,
fais de moi tout autre chose qu'une substance. Une substance, c'est-à-dire une réalité substantielle. Quelque chose que je pourrais définir, saisir intellectuellement et reconnaître en son état propre. Donc l'expérience la plus simple, la plus commune du rapport à soi, dans la mémoire, la honte ou la connaissance, pour prendre l'exemple que j'ai pris, nous fait déjà découvrir quelque chose qu'une tradition, qu'on appelle la tradition phénoménologique, a très bien su nous montrer, que le moi n'est pas une réalité substantielle. Dit comme ça, c'est un peu compliqué, que moi, ce n'est pas quelque chose. Je ne suis pas quelque chose. Voilà. Je ne suis pas une réalité singulière susceptible d'être définie dans un processus de connaissance qui ne laisserait aucun reste. Le moi est écart, le moi est distance, le moi est double, si vous voulez. Ou pour reprendre un vocabulaire un peu différent, je ne fais l'expérience de moi qu'en tendant vers moi. Le moi est donc tension, le moi est mouvement, ou de manière peut-être plus tragique, plus radicale, le moi est déchirure, le moi est distance. Je dis plus tragique et vous pourriez me dire, ouais mais c'est vrai que ce serait peut-être mieux si on était vraiment nous-mêmes. Ben, je ne crois pas. Prenons un exemple tout simple. Prenons une réalité qui est vraiment et pleinement ce qu'elle est, qui est pure identité de soi à soi. Une pierre, par exemple. Une pierre est exactement ce qu'elle est. Elle coïncide exactement avec son être, et elle est, à ce titre, parfaitement définissable. Elle est ce qu'elle est sans le moindre reste, sans le moindre écart, sans la moindre distance. Mais sans la moindre distance veut dire ici sans la moindre conscience. Cette distance que j'évoquais, la tradition philosophique l'appelle assez couramment la conscience. Toute conscience est écart, toute conscience est distance. Vouloir être soi et rien d'autre, ce serait une ambition de Pierre, ou de Chou-fleur, dit Sartre. Bon. Mais justement, c'est parce que la pierre est elle-même, sans reste, sans écart et sans distance, qu'elle ne peut pas se dire, qu'elle ne peut pas s'éprouver, qu'elle ne peut pas prendre conscience d'elle-même. Et donc, puisque j'ai cité Sartre un peu rapidement, alors j'essaye toujours, pendant ces conférences destinées à un très large public, de ne pas vous faire crouler sous le poids des références, ce n'est pas le but du jeu. Mais disons qu'en langage sartrien, on comprend ce que ça veut dire, que le moi est projet. C'est-à-dire il est moins sujet, subjectivité substantielle identique à elle-même, que projet, une façon toujours d'être jeté au-devant de lui-même vers un moi avec lequel jamais il ne peut coïncider exactement. Je serai moi, tout moi et rien que moi, le jour où mon existence sera celle d'une pierre, ce qui veut dire pour un vivant le jour où je ne serai plus, le jour où je serai mort. C'est ce que Merleau-Ponty appelle l'intentionnalité de la conscience. Pour nous dire que la conscience n'est pas un récipient, un espèce de réservoir qui contiendrait des sensations, des perceptions, des représentations, des images, mais qu'elle est une tension, on est quasiment dans le même champ lexical que celui du projet, l'intentionnalité de la conscience, c'est ce qui fait qu'elle est toujours tendue au-delà d'elle-même, non seulement vers le monde qu'elle se représente, mais y compris vers elle-même. Ma conscience est tendue aussi bien dans l'auto-perception que dans l'hétéro-perception, dans la perception d'un monde que dans la perception de soi, dans la conscience du monde que dans la conscience de soi. Ainsi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, et qui n'est pas facile bien sûr à entendre, c'est que le moi est le nom de ce qui n'est pas quelque chose, de ce qui n'est pas localisable, de ce qui n'est pas situable. Vous allez dire, bah si, on sait bien que vous, Yann Martin, vous êtes là, derrière votre bureau. Oui, mais dans l'acte même où je vous parle, je suis en chacun de vous que je regarde, je suis dans cette parole qui me déborde largement, je suis dans un jeu d'excès permanent sans lequel je ne pourrais pas entrer en relation avec vous.
Dès lors précisément que je joue le jeu de la relation, je m'excède et je ne suis pas simplement là, sans quoi je ne pourrais pas vous rejoindre là où vous êtes, ce que j'espère bien évidemment réussir à faire. Bref, si je ne suis pas quelque chose, c'est parce que je suis une façon toujours singulière, toujours unique, toujours originale, et jamais donnée une fois pour toutes, de me rapporter au monde, à autrui et à moi-même. C'est capital parce que si on reprend cet exemple de la pierre, pour la pierre, c'est totalement indifférent d'être sur le flanc d'un volcan ou dans la vitrine d'un collectionneur. Elle n'est pas réellement en rapport avec le monde. Elle y est, elle est dedans, mais n'entretient avec lui aucun rapport. Alors que pour un moi, c'est constitutif de ce qu'il est, d'être en rapport avec un monde, avec un milieu, avec un contexte. Le simple fait de m'adresser à vous, pour parler de manière rigoureuse, ne modifie pas celui que je suis, mais le constitue. Je suis en ce moment constitué par cela même que je fais avec vous, devant vous et pour vous. Et je ne peux pas me rapporter à moi sans, dans cet acte même, me rapporter en même temps à vous. Bref, dire que le moi n'est pas une chose, si on veut radicaliser ce mouvement de pensée, une chose en latin c'est res, qui a donné réalité. Ça veut dire que le moi n'est pas une réalité. Il n'est pas quelque chose de réel. Ça ne veut pas dire qu'il est imaginaire, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais son mode d'être n'est pas celui des réalités. On verra ce que c'est. On va essayer, en tout cas au fur et à mesure qu'on avancera, de proposer quelque chose d'autre pour ne pas vous laisser justement dans les affres d'une angoisse. Je ne voudrais pas que vous quittiez cette séance et « Oh bah oui, je ne suis même pas réel, donc après tout, c'est pas grave, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Oh bah ça me libère, d'une certaine façon, ça libérerait des soucis du monde. Hein, mais bon. » Donc, pour nous convaincre que le moi n'est pas une réalité, je vous propose là encore un petit exercice tout bête. Essayez, enfin ne le faites pas à haute voix parce que sinon on n'a pas fini, comme vous êtes assez nombreux, mais je vous propose de jouer à un jeu que je fais souvent jouer à mes élèves, qui consiste à jouer au jeu du « je suis », et de vérifier ce qui colle bien. Alors je vais essayer pour moi, hein, puis comme ça chacun de vous essaiera pour lui-même. Je suis un professeur de philosophie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ce que je suis? Il y a 30 ans, je n'étais pas professeur de philosophie. Et pourtant, j'étais déjà moi-même, j'étais assez précoce là-dessus. Hein, bon. Donc ça veut dire que professeur de philosophie n'est pas exactement ce que je suis. Quelque chose que je suis devenu, une condition sociale particulière, mais ça ne peut pas faire un avec ce que je suis. Impossible. Donc, alors de là à dire je ne suis pas professeur de philosophie, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, la forme sous laquelle je suis professeur de philosophie n'est pas la forme d'une entité substantielle. Je ne suis pas professeur de philosophie comme une pierre est une pierre, ou comme une rose est une fleur. Absolument pas. Je suis un jeune homme de 30 ans. Ceux qui m'accusent de menteur, vous êtes priés de quitter la salle. Hein, bon. Bon, mais enfin, voilà. J'ai l'âge que j'ai. Allez, je vais faire ma coquette, tiens, ça m'amuse un petit peu de temps en temps. Mais enfin, j'aurai 10 ans de moins, ça ne m'empêcherait pas d'être moi. Et j'espère que dans 10 ans, je serai encore moi. L'âge ne change rien à l'affaire. Je ne suis pas quelqu'un de... Allez, je vais vendre la mèche, 50 ans. Rassurez-vous, mon anniversaire est passé, vous serez pas obligé de me faire des cadeaux. Bon. Je suis un amateur de gastronomie alsacienne. Bon, enfin... Avant d'arriver en Alsace, je ne sais même pas que la choucroute existait. J'étais déjà moi à ce moment-là. Bon, d'accord. Maintenant, je suis un moi un peu plus dense. Je suis un peu plus densément moi-même grâce à la choucroute, peut-être. Mais bon. Je suis un père de famille, enfin, même chose. Vous pouvez multiplier tout ce que vous voulez derrière les « je suis ». Il y a toujours, ça ne colle jamais exactement. On ne tombe jamais sur soi lorsqu'on poursuit une phrase en commençant par « je suis ». Ce n'est jamais tout à fait faux. Bien sûr que d'une certaine manière, je suis professeur de philosophie. Bien sûr que d'une certaine manière, je suis père de famille ou amateur de choucroute. Bon, d'accord. Mais enfin, ça ne dit rien d'essentiel concernant moi. Ça ne me rapporte pas essentiellement à ce moi singulier et original
que je suis. Alors parfois on me dit, ouais, mais c'est parce que vous allez chercher dans des caractéristiques complètement empiriques et secondaires, mais si vous allez chercher des qualités morales, bah, je suis honnête, je suis travailleur, enfin ça change pas grand-chose. Je serai malhonnête que je serai quand même moi-même, et je serai feignant et paresseux, ce que je suis peut-être, je n'en serai pas moins moi-même. Ça ne change pas grand-chose à l'affaire. Donc ce que j'ai voulu faire là, vous le comprenez, c'est essayer de mettre le moi en abîme. Faire prendre conscience que derrière ce nom qui semble si simple, précisément quand on n'y pense pas, il y a quelque chose qui nous file entre les pattes, comme de l'eau qui nous coulerait entre les doigts, quoi. Ça tient pas, ça résiste pas. Et d'ailleurs, oui, je pense que j'ai le temps de vous raconter ceci, il y a dans la mystique juive un mouvement de pensée qui va jusqu'au bout de cette idée. Alors, je ne vais pas vous en prendre de détails, ça s'appelle l'école de Safed, c'est une école kabbaliste du XVIe siècle, et dans cette tradition kabbaliste, on joue parfois un jeu particulier pour décoder certains textes. On cherche des ressemblances, on cherche à rapprocher des mots, en hébreu bien sûr, qui a priori n'ont aucun rapport sémantique l'un avec l'autre, et on considère qu'ils ont une affinité secrète quand ils ont la même valeur en termes de sommation littérale. Excusez-moi, dit comme ça, c'est incompréhensible, ok. Bon, voilà. Voilà. Quand à chaque lettre correspond par exemple une valeur chiffrée, Aleph, Bet, Gamel, Dilet, Vav, Zayin, bon, ça c'est en hébreu, enfin, 1, 2, 3, voilà. Imaginez, voilà, avec les lettres françaises ça marchera mieux, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Vous jouez un jeu tout bête, vous vous amusez à compter la valeur numérique d'un mot. Par exemple, prenez votre prénom, voilà. C'est débile, bien évidemment. Ne faites pas ça, ça sert à peu près à rien, mais au moins vous comprendrez ce que ça veut dire. Et du coup, si vous trouvez un mot qui a priori n'appartient pas du tout au même niveau lexical, enfin au même champ sémantique, mais qui a la même valeur numérique, eh bien la tradition kabbaliste va chercher comme ça des affinités secrètes. Imaginez en français, par exemple, vous pouvez prouver que c'est pas si idiot que ça. Ça marche à plus forte raison quand un mot est un anagramme d'un autre, puisqu'ils ont forcément la même valeur numérique. Bah essayez, on va essayer. On va prendre par exemple, chien. Avec chien, vous pouvez écrire niche. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de rapport. Donc ça marche. Bon, c'est la preuve. Donc, en hébreu, ça donne quoi? Rien, en hébreu, se dit ein. Aïn, préféré. Bon, Aleph, Yod, Nun. J'ai pas en tête la valeur chiffrée, pas grave. Hein, faudrait que je m'amuse à compter sur mes doigts. Bon, ça c'est, bon, A-I-N si vous préférez. Ça c'est rien. Moi, enfin ça se dit de manière Anoki, ça c'est la version grande, et la version réduite, Ani. Moi. Ani et Aïn, bah, on change de manière minimale deux lettres, et on a le même mot. Et l'école de Safed déduit ceci, de manière absolument radicale, Ein est le secret du Ani. Rien est le secret du moi. Le moi n'est rien que je puisse définir et dire, et précisément son secret, c'est d'être rien, ou si vous préférez, rien de substantiel. Or ça peut nous sembler radical, cette espèce de vacuité du moi, qui ne serait rien en dehors des relations qu'il entretiendrait avec le monde, ça va, c'est encore quelque chose, avec autrui, ça se complique un peu, et avec soi-même, dont on ne sait pas très bien ce que c'est. Or il y a une solution cartésienne pour essayer d'affronter cette angoisse, mais cette solution, au bout du compte, s'avère elle-même angoissante. Ce geste cartésien est absolument extraordinaire, quand on le prend véritablement au sérieux. Il consiste à débarrasser le moi de toutes les représentations qu'il se fait de lui-même pour voir ce qui reste quand il ne reste que moi. Ça donne quoi? Je vais vous la faire vite, hein, mais dans les représentations que je me fais de moi, il y a l'idée d'un monde dans lequel je suis. Un monde au sens très large du terme, hein, non seulement des étoiles, une terre, un ciel, mais voilà, 7 salles, 8, je crois, des gens autour de moi, des tables, des chaises, des murs, des plafonds, voilà. Puis que fait Descartes? Il dit, bon, au fond, je peux m'amuser à mettre, bien sûr c'est un jeu chez lui, hein, mais je peux m'amuser à mettre en doute l'existence de ce monde. Je ne suis pas sûr, à 100%, c'est ce qu'on appelle une certitude apodictique, qu'il existe.
Bon, donc, laissons-le de côté après tout. Peut-être bien qu'il n'y a pas de monde. Je peux penser le monde comme n'existant pas. Ça ne changerait pas grand-chose au fait que je suis. Bon, je peux, dans mes représentations, est-ce qu'il appelle des vérités rationnelles, 2 et 2 font 4, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Bon, imaginons que tout ça soit faux aussi. Alors là, imaginons qu'un malin génie s'amuse à me tromper en me faisant croire que 2 et 2 font 4 alors que 2 font 5, et que tout ce que je prends pour des vérités rationnelles sont des illusions. Là, ça deviendrait angoissant, il ne resterait pas grand-chose. Hein. Imaginons qu'il n'y ait pas de monde, pas de vérité, de raison. Continuons, allez, mise en abîme. Je peux moi me raccrocher en disant, voilà, je suis là, à cette table, les poings sur la table, assis sur ma chaise. Mais voilà, nous dit Descartes, il arrive très bien que je sois persuadé d'être en train, par exemple, de marcher, de courir, de parler, de faire une conférence, alors que je ne suis pas du tout en train ni de courir, ni de marcher, ni de faire une conférence. Par exemple, quand je rêve. Il m'arrive de rêver que je fais cours, dans ce cas-là, ça s'appelle un cauchemar, parce que ça se passe toujours mal. Hein. Les cours que je rêve sont toujours mauvais. Bon, les cours que je fais aussi peut-être d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre affaire. Il m'arrive de rêver que je me promène, alors je ne me promène pas, je suis tranquillement dans mon lit. Donc là, ça devient Bissalbe. C'est la vie est un songe de Calderon. Hein, mais si tout cela n'était carré, si je rêvais le monde, si je rêvais 2 et 2 et les angles d'un triangle, si je rêvais mon propre corps. Et là, Descartes fait quelque chose d'extraordinaire. On se dit, mais où il veut en venir? L'important, c'est pas qu'il y croit. Je ne crois pas qu'il y croit. Lui-même dit que son doute est une fiction. Il fait semblant de douter. Mais pourquoi il fait ça? Pour dépouiller le moi de toutes ses représentations naturelles. C'est naturel de dire, bon, il y a un monde de fond 4 et j'ai un corps. Très bien. Mais rien de tout ça n'est essentiel au moi. Donc dépouillons le moi de tout ça. Pierre Descartes fait geste, d'accord. Donc allons jusqu'au bout. Imaginons, suivons Descartes de manière radicale. Imaginons qu'il n'y ait pas de monde. Imaginez que 2 et 2 ne fassent pas 4. Imaginez que je n'ai pas de corps. Enfin, j'imagine que je n'ai pas de corps. Bon. Eh bien, il n'en reste pas moins quelque chose d'absolument certain. Moi qui pense qu'il y a un monde, même si le monde n'existe pas, moi qui pense que 2 et 2 font 4, même si 2 et 2 font 5, moi qui pense avoir un corps, même si mon corps est un corps de rêve, enfin, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, excusez-moi, même si mon corps est un corps onirique, enfin, même s'il n'existe pas, eh bien, il n'en reste pas moins que, de manière absolument nécessaire, je ne peux pas être rien. Je ne peux pas penser qu'il y a un monde, quand bien même le monde n'existerait pas, penser que 2 et 2 font 4 et penser que j'ai un corps, si je ne suis rien. Donc, je suis quelque chose. Du seul fait que je pense qu'il y a un monde que 2 et 2 font 4 et que j'ai un corps, je suis absolument assuré que je suis. C'est ce que Descartes évoque, reprend, dans la fameuse formule du cogito, souvent citée et généralement pas comprise du tout, le fameux « je pense, donc je suis ». C'est exactement ça qu'il veut dire. Moi qui pense qu'il y a un monde, quand bien même le monde n'existerait pas, il n'est pas possible que je ne sois pas. Or bien sûr, ce moi que je suis est absolument vide de tout contenu. Il n'est pas un moi boulanger ou étudiant. Il se pourrait bien que cela n'existe pas. Il n'est pas un moi mathématicien ou marchand. Enfin, marchand se promenant. Il se pourrait très bien que je sois ni en train de faire des mathématiques, ni en train de marcher. Il n'est pas un moi en train de faire une conférence à l'école de management de Strasbourg. Ce moi est vide de tout contenu. Il est pure conscience de soi, vide de tout contenu. Et donc, Descartes ici, à la même époque d'ailleurs que la Kabbale lurianique, que l'école de Safed à peu près, enfin quelques dizaines d'années plus tard, produit ce même mouvement de radicalisation, et c'est ça qui est extraordinaire dans le discours de la méthode et dans les méditations métaphysiques, c'est qu'il radicalise la question du moi, après l'avoir vidé de tout contenu empirique, pour voir qu'est-ce qui reste quand j'ai ôté les pellicules successives d'emprunts secondaires qui ne sont pas constitutifs de ce que je suis. Quand il ne reste que ce qui est constitutif de ce que je suis, il ne reste rien d'autre que cette béance, la conscience de soi, qui n'est rien d'empirique. Et donc il y a bien toute une tradition de pensée, j'ai pris 2 exemples, Descartes et la Kabbale lurianique, qui vraiment, prenant au sérieux la question du moi, ne se contentant pas d'une pensée paresseuse qui l'enferme dans ses images et ses représentations convenues, eh bien, aperçoit précisément, dans ce qu'on appelle le moi, une sorte d'abîme
sans fond. Et pourtant, s'il est d'une certaine sagesse métaphysique d'interroger radicalement le moi, d'avoir ce courage d'interroger le moi, et j'invite d'ailleurs chacun d'entre vous à se poser de temps en temps cette question. Elle est angoissante, la plus angoissante de toutes les questions. Qu'est-ce que je suis vraiment ? Bon, si après vous tombez en dépression, j'y serai pour rien, hein, mais bon, hein, et je crois qu'il n'y a pas de sagesse possible sans passer par là. Et c'est justement ce que nous dit une très très vieille tradition sapientielle. Et c'est là que je vais en venir donc à cette vieille injonction, qui était la devise de Socrate, mais qui était avant d'être la devise de Socrate, une formule inscrite au fronton du temple de Delphes. Alors, connais-toi toi-même. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, connais-toi toi-même, se connaître soi-même, quand on s'est engagé le plus loin possible dans cette démarche angoissante, dérangeante, par laquelle, essayant de partir à la découverte de soi, on est confronté à une sorte de béance qu'on ne peut pas remplir. Enfin, quand je dis qu'on ne peut pas remplir, petite parenthèse, si, qu'on peut chercher à remplir. C'est une façon d'expliquer la frénésie consumériste, par exemple, hein. Il n'est pas très compliqué, et il n'y a pas besoin d'être un psychanalyste de haut rang, pour se rendre compte que la frénésie consumériste consiste précisément à tenter d'échapper à l'angoisse de n'être pas, en remplissant ce vide pour pouvoir s'identifier à ce dont je me suis rempli. Je me suis rempli de bagnoles, d'argent, de maisons, etc. Ouf, je peux m'identifier à ce que j'ai en me faisant croire à moi-même que je suis ce que j'ai. Et on voit bien que cette espèce d'angoisse névrotique qui conduit à se remplir, frénésie consumériste et hédoniste si vous voulez, est une façon de conjurer le risque précisément de se confronter à ce rien que je suis. Bon, là c'était une petite parenthèse, donc on pourra discuter si vous voulez après. Connais-toi toi-même donc. Je vous rappelle ou je vous apprends, je ne sais pas, qu'avant donc d'être la devise de Socrate, c'était l'une des 3 formules qui étaient inscrites au fronton du temple de Delphes, hein, donc à quelques dizaines de kilomètres d'Athènes, aujourd'hui en tout cas, et c'était le temple d'Apollon, donc desservi par la fameuse Pythie, hein, et au fronton du temple de Delphes, il y avait cette formule, Gnotis Eoton, enfin, il y en avait 3, hein, Gnotis Eoton, Medenagan et Ei, Gnotis Eoton, connais-toi toi-même. Une des 3 formules inscrites au fronton du temple de Delphes. La sagesse grecque, très vite, a récupéré cette formule en se disant que oui, il y avait peut-être là le commencement de toute sagesse. Que je ne peux pas prétendre à la sagesse sans avoir le souci de me tourner vers moi pour comprendre d'une certaine manière ce que je suis ou qui je suis. Se connaître soi-même serait donc au principe de toute sagesse, et c'est d'ailleurs, au passage, une façon tout à fait légitime, me semble-t-il, de distinguer l'idéal sapientiel, la sagesse, de l'idéal scientifique. L'homme de science veut connaître le monde, le sage, d'abord, veut se connaître lui-même. Le problème, c'est que cette formule qui, là encore, semble une injonction assez simple, bah oui, essayons de nous connaître nous-mêmes, ne dit rien de ce soi-même qu'il s'agit de connaître. Et elle en dit d'ailleurs tellement rien que cette formule qui semble simple peut être entendue de manière très 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 différente et a été entendue au cours de l'histoire de la pensée occidentale de façon tout à fait différente. Là, vous allez avoir quelques surprises, vous allez voir. D'abord, essayons d'entendre cette formule « connais-toi toi-même » avec une oreille grecque. Demandons-nous comment un grec, de l'époque de Socrate, comprenait cette formule. Mais alors, pour comprendre, enfin, laissez de côté, oubliez que vous êtes des modernes pétris de traditions chrétiennes, par exemple, oubliez tous ces siècles d'histoire qui ont façonné notre système de représentation, et revenir à une sagesse, à un système de représentation qui n'est plus le nôtre. Connais-toi toi-même, ça veut dire quoi pour un grec ? La pensée grecque est une pensée
cosmologique. Ça veut dire que toute réalité doit être définie par rapport à un ordre qui est l'ordre du monde. Définir une chose, c'est dire quelle est sa place dans l'économie générale du monde. Et donc, connais-toi toi-même pour un homme, c'est découvre quelle est ta place dans le monde. Et sous-entendu, reste à cette place. Tiens-toi à cette place. Vous savez que la sagesse grecque appelait hubris, c'est un mot difficile à traduire en français, on le traduit parfois par démesure, la tentation propre à l'homme d'excéder les limites de sa condition. Et donc le non-sage était celui qui ne respectait pas la mesure, qui ne restait pas dans la condition propre qui est la sienne. Qui cherchait par exemple à devenir comme un dieu ou à se ravaler plus comme une bête. Le dieu ou le porc, si vous voulez. Et la sagesse grecque nous disait, ben voilà, l'homme, la juste place, elle est entre les deux. Et donc connais-toi toi-même pour un grec, ça veut dire simplement, prends conscience de ta place dans l'ordre du monde, et puisque le monde est ordre, intériorise, intègre l'ordre du monde pour mettre de l'ordre en toi-même. C'est la sagesse stoïcienne. C'est en partie la sagesse platonicienne, c'est en partie la sagesse aristotélicienne. Mets de l'ordre en toi-même en apprenant à t'en tenir à la place qui est la tienne. Connais-toi toi-même pour un grec, ça va vous surprendre, mais ça veut dire reste à ta place. Si tu es empereur, assume tes fonctions d'empereur. Si tu es esclave, assume ta condition d'esclave. Cette devise, connais-toi toi-même, est, des siècles et des siècles plus tard, au XIIe, souvent reprise par un personnage médiéval qui s'appelle Bernard de Clairvaux, XIIe siècle. Et là, il est bien évident que le connais-toi toi-même ne veut pas du tout dire la même chose. On n'est plus dans le système de représentation cosmologique de la Grèce antique. Le christianisme est passé par là, on a un système de représentation théologique, où l'homme ne se définit plus par rapport au monde, mais il se définit par rapport à Dieu. Pour l'homme grec, pour le sage grec, l'homme est une partie du monde. Pour le sage médiéval, l'homme est une créature de Dieu. Et donc, connais-toi toi-même, ça ne veut plus dire prends conscience de ta place dans le monde et reste-y. Ça veut dire prends conscience que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et efforce-toi d'être digne de cette image et de cette ressemblance. C'est un appel dynamique à devenir celui que l'on a vocation à être. Le sens n'est plus du tout celui du gnotis éotone. En passant d'un système culturel hellénique à un système de représentation chrétien, le connais-toi toi-même voit sa signification littéralement subvertie. Continuons. On arrive à la modernité. Pour faire vite, la pensée grecque est une pensée cosmologique qui s'est structurée autour de l'idée de monde. La pensée médiévale, une pensée théologique qui s'est structurée autour de l'idée de Dieu. La pensée moderne, une pensée anthropologique qui s'est structurée autour de l'idée d'homme. Pour dire autrement, la grande question pour les Grecs, c'est qu'est-ce que le monde? La grande question au Moyen-Âge, c'est qu'est-ce que Dieu? Et la grande question moderne, c'est qu'est-ce que c'est que l'homme? Bon. Et ça veut dire que le sujet moderne ne se définit plus ni par rapport à Dieu, ni par rapport au monde. Le moi, je reprends pour être sûr que vous compreniez, le moi antique ne peut se comprendre que par rapport à l'ordre du monde. Le moi médiéval ne peut se comprendre que par rapport à un plan divin. Le sujet moderne ne veut plus se définir que par rapport à lui-même. C'est le texte de Kant, par exemple. Réponse à la question, qu'est-ce que les Lumières? Ben voilà, les Lumières, c'est la sortie de l'humanité hors de l'état de tutelle où elle était enfermée depuis des années. C'est le sujet qui apprend à devenir maître de lui-même, qui n'a plus besoin de tuteur, qui n'a plus besoin de se rapporter à quelque chose d'autre qu'à lui-même pour savoir qui il est. C'est quasiment le sujet cartésien qui se trouve sans référence ni au monde, mis entre parenthèses, ni à Dieu, dont il n'a pas encore été question au moment où Descartes élabore le cogito. Ça c'est curieux, parce que après Dieu réintervient quelques lignes plus loin, dans des conditions assez extraordinaires, mais que je n'aurai pas le temps de commenter, bien évidemment, aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Connais-toi toi-même pour un moderne, mais ça veut dire découvre ton autonomie. Découvre, au fond, que tu as en toi tout ce qu'il faut pour être toi
de manière satisfaisante. Deviens enfin autonome, apprends à te libérer de ces choses extérieures qui ne sont pas déterminantes de ce que tu es. Donc si je résume, sens grec, reste à ta place. Sens médiéval, sois digne de l'image et de la ressemblance de Dieu que tu portes en toi. Sens moderne, sois autonome. Pas du tout la même chose. Amusons-nous un tout petit peu, sens postmoderne, sens contemporain. Je demandais une fois à des élèves, ça veut dire quoi pour vous, connais-toi toi-même? J'étais à peu près sûr de la réponse et ça marchait tout de suite. Ouais, connais-toi toi-même, ça veut dire, allez, découvre tes ressources et puis dépasse-toi, vas-y. Bref, just do it, quoi. Voilà. Ça, c'est la traduction anglaise contemporaine de Gnotis et Auton, just do it. Hein, voilà, vas-y, dépasse-toi, va jusqu'au bout. Et bien évidemment, cette espèce de représentation du dépassement qui phagocyte complètement notre vocabulaire. Hein, vous avez remarqué combien les sportifs aiment bien se donner à 110%, 120%, 150%, 200%. Alors ils n'ont pas de limite, là, il n'y a pas de problème. Hein. Bon. Se dépasser, tout le monde veut se dépasser. Mais là encore, il faudrait qu'on m'explique comment on fait. Quoi. Mais comment on fait pour se dépasser? Ma question semblera peut-être naïve, voire idiote, mais j'ai jamais compris. Hein. J'aurais bien aimé de temps en temps me dépasser un tout petit peu, mais je n'ai jamais réussi de ma vie. Hein. Bon. Donc on sent bien là qu'il y a une espèce d'extase du sujet moderne qui ne peut se saisir que dans le hors limite. Et au passage, dépasse-toi, c'est exactement le retournement complet de la condamnation grecque de l'hubris. C'est-à-dire que entre le sens grec du Gnotis et Auton et le sens contemporain du connais-toi toi-même, on a fait un virage à 180 degrés. Du coup, on se retrouve quand même, là encore, si je vous ai proposé ce petit parcours, si vous faire prendre conscience du problème, enfin, d'un problème résiduel, c'est qu'on n'a plus que deux solutions. Soit le sujet se définit par rapport à autre chose que lui-même, Dieu ou le monde, et la sagesse est alors celle du juste rapport à ce dont je tiens, ce que je suis. Dans la perspective grecque et médiévale, je ne peux être moi-même qu'en me rapportant à une altérité d'où je reçois ce que je suis. Altérité que les Grecs appelaient monde, cosmos, altérité que les médiévaux appelaient Dieu. Soit je refuse ce que les philosophes des Lumières ont appelé une situation d'hétéronomie, je me définis par autre chose que moi, et dans ce cas-là, le sujet doit se définir par rapport à lui-même, et c'est bien le projet de la modernité. Définir le sujet sans le définir par rapport à autre chose que par rapport à lui-même. Mais vous vous rendez compte que dans ce cas-là, le moi manque d'assises, et il est piégé par la constance d'une autoréférenciation qui le laisse au fond, sans fond et sans racine. C'est ce que j'appelle parfois le complexe de Munchausen. C'est le baron de Munchausen dont on nous raconte que, tombé dans un marais, il aurait essayé plusieurs moyens d'en sortir, dont l'un consistant à se tirer sur ses propres cheveux. Enfin, moi, je ne fais pas ce genre de choses comme ça, hein, je vous rassure, c'est... Bon. Mais bien évidemment, on comprend bien la leçon, c'est absurde. Il ne peut pas être à lui-même son propre point d'appui. Et il lui faut un point d'appui extérieur pour se sortir du marais, sinon il n'y arrivera pas. Ben, le sujet moderne me fait parfois penser au baron de Munchausen, hein, qui prétend, dans l'ordre de l'autoréférenciation, s'appuyer sur lui-même pour se définir, se dire et se construire lui-même. Un moi sans autre fond que moi, c'est quoi? C'est peut-être ça, précisément, qui n'est rien. Rien que je puisse dire, et peut-être même rien que je puisse vivre. Or, du coup, est-ce qu'il y a une autre alternative? Je crois que c'est un pléonasme, une autre alternative. Est-ce qu'il y a une troisième solution? Première solution, assumer l'hétéronomie et ne penser le moi que dans son rapport, soit au monde si on est grec, soit à Dieu si on est médiéval. Vous allez me dire, nous on n'est ni grec ni médiévaux, donc on laisse tomber. Soit le penser dans une sorte d'autonomie radicale, un moi qui se définit par rapport à lui-même, mais alors, dans ce cas-là, ce moi serait littéralement infondé, sans fond, sur lequel se poser, se constituer. Ben, il y a peut-être une troisième possibilité. Si aucune de ces deux-là ne nous satisfait, après tout, on peut se satisfaire de l'une ou l'autre, peu importe. Hein, eh bien, on peut éventuellement
se tourner vers soi selon un mode qui serait alors celui de la mémoire. Alors c'est assez intéressant la mémoire parce qu'elle me conduit à la fois vers un autre, comme quand je me rapporte au monde ou à Dieu, puisque celui dont je me souviens n'est pas exactement celui que je suis. Et en même temps, c'est en moi que je trouve cet autre à partir duquel je me reconnais et je me pose. Il y aurait dans la mémoire de quoi réaliser la synthèse de l'hétéronomie grecque et médiévale et de l'ambition d'autonomie moderne. D'une certaine manière, en les renvoyant dos à dos. Alors, essayons de voir ce que ça peut donner si on essaie de saisir le moi au-delà du dilemme de l'opposition entre hétéronomie et autonomie. Bref, essayons de voir si l'une des façons possibles de penser le moi, ce n'est pas d'investir le souvenir de soi. Donc ce sera ma troisième partie, le troisième temps de ma réflexion. Se souvenir de soi et demeurer le même, enfin, point d'interrogation. Alors la mémoire, quand même, quand on y regarde de près, est une faculté tout à fait étrange. Elle est une faculté étrange parce qu'elle me renvoie à moi comme le même, en dépit des changements qui m'ont affecté. Quand je dis qu'elle me renvoie à moi, je pense en même temps que vous pourriez m'adresser une objection, et ce serait de dire, enfin, on peut se souvenir d'autre chose que de soi. Je peux me souvenir d'une voiture, je peux me souvenir d'une maison, je peux me souvenir d'un visage que j'ai croisé. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis, mais non, on ne se souvient jamais que de soi. C'est-à-dire, le visage dont je me souviens, c'est le visage tel que je l'ai vu. La maison dont je me souviens, c'est cette maison dans laquelle j'ai habité. Je me souviens toujours de mon rapport aux choses et jamais des choses. Je me souviens des choses telles que je les ai vécues, perçues, aimées ou craintes. Je suis engagé en tant que moi dans tout souvenir. Il n'y a pas de souvenir qui me sorte de moi. Pour le dire, je crois que c'est Merleau-Ponty qui utilise cette formule, on ne se souvient que de soi, d'une manière ou d'une autre. Je ne me souviens pas seulement de moi quand je me souviens de moi quand j'avais 4 ans. C'est encore de moi que je me souviens quand je me souviens de l'école dans laquelle j'ai appris à lire, par exemple. Mais en même temps, il y a un véritable paradoxe de la mémoire, là encore, c'est que dans la mémoire, je me pose comme le même. Et quand je dis « je me souviens de moi », alors bien sûr, si je me souviens de moi hier, c'est un petit écart. Mais ça devient assez extraordinaire quand je dis « je me souviens de moi » à 4 ans, à 10 ans, à 15 ans. C'est-à-dire que je pose en même temps que c'est bien moi, je me reconnais dans l'enfant dont je me souviens, et pourtant il me faut bien admettre que cet enfant, il n'a plus beaucoup de rapport avec moi, quoi. C'est un autre. C'est moi, absolument, et c'est un autre, tout aussi, absolument. C'est un moi qui n'est plus moi et que je reconnais étrangement comme moi. Mais comment ça se fait ? Comment puis-je poser comme moi, dans le jeu de la mémoire, celui que j'ai été et que je ne suis plus ? Comment c'est possible ? Et qu'est-ce que ça me dit ? Et qu'est-ce que ça m'apprend de l'énigme du moi ? Alors, il y a peut-être une petite indication qui va nous aider à entrer dans cette difficulté ou dans cette énigme. C'est que je me rends bien compte que ça ne marche qu'à condition que ce que j'appelle moi, ce ne soit pas cet enfant-là, que de toute façon je ne suis plus, mais ce que ma mémoire saisit comme subsistant derrière ce qui n'a pas subsisté. Ça marche parce que, quand je dis c'est moi, je reconnais derrière celui que je ne suis plus quelque chose que je suis encore. Et donc, celui que je ne suis plus n'est pas aboli, il en reste quelque chose
qui de devenir en devenir, de métamorphose en métamorphose, de naissance en naissance ou de mort en mort, qui revient au même, est parvenu jusqu'à moi. Alors ça, c'est assez intéressant parce que ce qui subsiste derrière ce qui change, ce qui demeure le même derrière ce qui s'altère, c'est ce qu'Aristote appelait l'âme, psyché. C'est-à-dire, au fond, nous changeons. Alors, l'âme, chez Aristote, ne l'entendait pas du tout avec une oreille chrétienne. L'âme, chez Aristote, c'est simplement principe de vie. Mais elle n'est pas seulement principe de vie, elle est aussi ce par quoi je me saisis le même, malgré les changements qui, bien évidemment, m'ont affecté. Si vous voulez, dans l'anthropologie d'Aristote, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de commun, de même, entre l'enfant que je ne suis plus et l'homme adulte que je suis devenu? Ce serait la même âme. Bon, je laisse tomber ce vocabulaire qui n'est peut-être pas suffisamment éclairant, mais en tout cas, on a déjà fait un petit pas quand même. Quel que soit le nom qu'on lui donne, âme ou un autre nom, il est évident que ce souvenir, c'est reconnaître quelque chose qui subsiste derrière quelque chose qui n'a pas subsisté. C'est reconnaître que le changement qui nous affecte laisse intact quelque chose qui ne change pas. Et sinon, au passage, ce ne serait pas du changement. S'il n'y avait plus rien de commun entre l'enfant que j'ai été et l'adulte que je suis devenu, ce ne serait plus un changement, ce serait simplement une sorte de jeu assez incroyable par lequel quelque chose aurait été aboli et autre chose créé de toutes pièces à la place. Or, laissons de côté l'âme et faisons quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus pragmatique. Faisons, si vous voulez, une expérience de pensée. Alors, c'est une expérience de pensée que fait Locke, mais on va la faire très simplement, nous. Mais pour ceux qui veulent se référer au texte, qui voudraient poursuivre un petit peu la réflexion en se confrontant à quelques textes classiques, alors pourquoi pas chapitre 4, livre 4 du discours de la méthode de Descartes, pourquoi pas livre 2, paragraphe 27 des essais sur l'entendement humain de Locke, L-O-C-K-E. Alors c'est un chapitre qui s'appelle Identité et diversité. Et Locke, donc c'est un philosophe du XVIIe siècle, 17e, 18e, oui, fait une expérience de pensée tout à fait extraordinaire. Il remarque simplement celui-ci. Je sais qui... Ça veut dire quoi? Je sais qui je suis. Prenons-le au sens parfaitement courant. Mais ça veut simplement dire je m'en souviens. Et la preuve, c'est que si je deviens amnésique, je ne fais pas que perdre la mémoire. Si je deviens amnésique, je ne sais même plus qui je suis. Je ne parviens plus à me rapporter à moi-même pour dire qui je suis. Et l'amnésique, ne sachant plus qui il est celui qui ne peut plus être lui-même. Essayer de dire à l'amnésique, sois toi-même, alors là, vous allez le rendre fou en plus de le rendre amnésique, j'imagine. C'est bon. Bref, en perdant la mémoire, j'ai rompu le fil qui me liait à celui que j'étais, que je ne suis plus. Disons-le autrement, reprenons la question. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'enfant que j'étais et l'adulte que je suis devenu? Quoi d'autre que le fil de la mémoire? Cette continuité qui conduit de l'un à l'autre, c'est la continuité de la mémoire. Et si je perdais la mémoire, je ne me reconnaîtrais plus dans cet enfant que je suis. Or, le cinéma a beaucoup joué, bien évidemment, sur ce problème de l'identité, et cette expérience de pensée est en même temps très féconde pour les scénarios. Je vous invite, certains d'entre vous qui me suivent depuis quelques années savent que j'ai une fascination pour un très très grand acteur de cinéma qui s'appelle Arnold Schwarzenegger. Et je vous invite tous à revoir ou à voir Total Recall, souvenir total. Peu importe les qualités cinématographiques du film, mais du point de vue d'une réflexion sur l'identité et la mémoire, c'est absolument extraordinaire. Vous avez quelqu'un
dont on a en quelque sorte altéré le cerveau pour construire de toutes pièces une identité fabriquée. Il ne se souvient plus du tout de celui qu'il était, et d'ailleurs celui qu'il était, c'était un espèce de vulgaire criminel, sans foi ni loi, à la solde complet d'une entreprise, d'escrocs, enfin je ne sais plus exactement ce que c'est, hein, une entreprise malveillante, une association malfaiteur, quelque chose comme ça. Et complètement modifié, on a tout changé en lui. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour tout changer en lui? On a modifié quoi? Ses souvenirs. Pour le changer, on lui a fabriqué des souvenirs. On lui a ça vous paraît peut-être de la science-fiction, dans 10 ans, je vous assure que pas de problème. Google dans la Silicon Valley investit des milliards pour nous rendre capables de faire des choses comme ça. Hein. Modifier, enfin, d'abord, le prétexte, bien évidemment, c'est de préserver notre mémoire par le jeu d'un artifice technique. Hein, c'est-à-dire, au fond, mais bien évidemment, dès lors qu'on a les moyens techniques de transférer la mémoire dans une puce connectée à notre circuit neurologique, on a bien évidemment les moyens d'agir sur elle et de la créer de toutes pièces. Cet homme de Total Recall, c'est le post-humain de demain. Enfin, bon, voilà, entre parenthèses, je ne vais pas vous angoisser trop non plus, je ne voudrais pas que vous soyez tous désespérés en quittant cette salle tout à l'heure. Hein, bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le personnage joué par ce grand acteur et cet grand homme politique? C'est que non seulement il ne sait plus qui il est, mais il n'est pas celui qu'il croit être. Maintenant, si je vous passe par ce détour, c'est pour d'abord aller voir ce film. Je vous assure qu'il n'est pas si mal que ça, je ne plaisante pas. Hein, c'est bon. Mais imaginez que vaudrait pour lui l'injonction à être lui-même? Ça vaudrait quoi pour lui? Redevenir l'assassin qu'il était? Ou rester l'homme sympa, ennemi de ceux qui l'ont fabriqué, qu'il est devenu? Le problème, c'est que c'est à peu près indécidable. Sois toi-même. Dans ce cas-là, on se rend bien compte que ça ne veut rien dire du tout. Alors je vais me dire, oui, mais c'est dans ce cas-là. Mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu dans cette situation? Sois toi-même, mais d'accord, mais lequel? Redeviens l'enfant que tu étais, avec ses rêves, ses illusions, ses grandeurs, ses petitesses. Redeviens l'adolescent que tu as été, redeviens le jeune prof dynamique que tu étais il y a 25 ans. Mais ça veut dire quoi, en fait? Alors, repassons sur cette remarque et revenons à la mémoire. Me connaître moi-même, on commence à comprendre un tout petit peu ce que ça veut dire. Ça suppose en tout cas d'entrer en soi qui est bien une entrée en soi sur le mode de la mémoire. Je ne peux entrer en moi qu'en faisant en quelque sorte un voyage dans le temps. C'est-à-dire que je découvre en moi un espace qu'on peut appeler un espace intérieur si vous voulez, mais qui est un espace intérieur temporalisé. Je ne peux me connaître qu'en me souvenant de celui que je suis. Ou pour le dire autrement, me connaître moi-même, c'est découvrir celui que je suis en l'étant devenu. Et au passage, c'est exactement le geste que réalise saint Augustin dans les Confessions. Si vous préférez lire les Confessions de saint Augustin plutôt que de regarder Schwarzenegger, vous êtes absolument libre. Mais c'est exactement ce que fait saint Augustin. Texte extraordinaire, hein, les Confessions de saint Augustin. Si vous n'avez pas lu, vous avez une chance extraordinaire. Parce que ça veut dire qu'il vous reste à découvrir un des textes les plus merveilleux de l'histoire de la littérature occidentale. Hein, bon. Donc, vous avez de la chance si vous ne l'avez pas lu. Et si vous l'avez lu, donnez-vous la chance de le relire. Hein, ça ne fera pas de mal de toute façon. Hein. J'ose pas demander qui l'a lu. Bon, je ne la ferai pas. Et donc, c'est incroyable parce que saint Augustin, effectivement, rentre dans ce mouvement. Il est déjà un homme mûr, pas tout à fait un vieil homme. C'est un intellectuel, ça il le sait. Il a bien eu les moyens de se rendre compte qu'il était un peu plus intelligent que la moyenne, qu'il était particulièrement doué. Bon. Mais il s'est perdu dans un tas d'opérations, avec des sectes, voilà, des choses un peu curieuses. Puis à un moment, il fait le point, il dit, mais enfin, je suis qui? Et que fait-il dans les Confessions? Il part à la recherche de lui-même en plongeant dans ses souvenirs.
Et donc l'itinéraire spirituel qui le conduit vers son intériorité est en même temps une autobiographie, un itinéraire narratif qui le fait voyager au sein de sa propre mémoire. Pour reprendre une expression qui apparaît dans les Confessions, c'est en visitant les vastes palais de sa mémoire qu'il se découvre et se dévoile. Et bien évidemment, le problème pour lui, c'est que, en visitant ce qu'il appelle les vastes palais de sa mémoire, il découvre toute une série de personnages qu'il a été. Mais en découvrant cette série de personnages qu'il a été, qu'il n'est plus, dont il n'est pas forcément fier, le manichéen qui s'en tenait à quelques doctrines un peu simplistes sur l'opposition du bien, du mal, etc., l'enfant qui avait saccagé un arbre pour le plaisir du saccage et même pas pour en goûter les fruits, voilà, il se souvient comme ça d'un certain nombre de personnages qu'il a été, eh bien il s'aperçoit que derrière cela, il y avait une sorte de moi intérieur, oui, qui était comme en attente. Quelque chose qui était possible, qui n'était pas joué, mais dont la figure était d'une certaine manière déjà inscrite, un petit peu comme les nervures dans le marbre qui dessinent une statue possible, au plus profond de lui. Bref, il reconnaît derrière les nombreux personnages qu'il a été un moi plus intérieur qui demeurait en attente. On peut l'interpréter, bien évidemment, comme une sorte de leçon profane, pourquoi pas. C'est l'idée qu'il faut un autre que moi pour me rendre à moi-même, c'est-à-dire un autre qui n'est prisonnier ni de l'image qu'il se fait de moi, ni de l'image qu'il se fait de lui-même. C'est par exemple la grande leçon de la tradition psychanalytique. Je ne peux pas accéder à moi sans le détour d'un autre, susceptible, ne serait-ce que par son silence, de me libérer des images et des représentations que je me fais de moi-même, en permettant précisément de les dire et de tracer un chemin qui est aussi toujours un chemin de mémoire. Bref, pour saint Augustin, cet autre n'est pas seulement le lecteur celui qui s'adresse, premier autre, cet autre, c'est lui-même en tant qu'il rédige une autobiographie. Saint Augustin écrit aussi pour lui-même, et c'est en se mettant à distance de lui-même qu'il essaie de se découvrir. Alors, Rousseau essaiera de reproduire le geste dans ses propres confessions, avec autant de talent littéraire sans doute que saint Augustin, mais peut-être moins de profondeur spirituelle et métaphysique. Et cet autre pour saint Augustin est bien sûr aussi le fond immémorial de toute mémoire, parce que saint Augustin est très très loin, mais au fond, mais qu'y a-t-il au fond de la mémoire? C'est toujours le problème du fondement. Qu'est-ce qui me permet de me souvenir? Me souvenir de moi, c'est prendre appui sur quoi? Et ce fond immémorial de la mémoire, c'est celui qui m'offre à moi-même, comme ce que j'ai vocation à devenir, c'est celui que saint Augustin appelle Dieu, et qu'il énonce ainsi: il est plus intime à moi-même que moi-même. Alors là, bien évidemment, on passe de la leçon profane à la leçon spirituelle et religieuse. Mais dans les deux cas, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on fait la même découverte radicale. Il n'y a pas d'autre chemin vers soi que celui qui passe par l'autre. Je ne peux pas être à moi-même mon propre fond et mon propre point d'appui. Et il me faut, pour me connaître, passer par la reconnaissance d'un autre, sans lequel je ne suis rien. Au passage, Descartes fait la même chose. Si on revient au discours de la méthode, je vous ai dit qu'elle est vraiment très très vite, quel est ce parcours étonnant que fait Descartes au moment où il se retrouve avec ce moi que je suis, mais qui est vide de tout contenu. Je suis, ça je le sais, mais je ne sais pas ce que je suis. Et à ce moment-là, on se rend bien compte que Descartes commence à... Oh bah zut, qu'est-ce qui me reste alors? Ah, ça me fait une belle jambe. Je sais que je suis sans savoir ce que je suis. Et c'est assez curieux. Que va faire Descartes pour restituer le moi
dans une sorte d'intégrité empirique, pour lui rendre un monde, eh bien, il va falloir lui rendre une altérité. Et Descartes passe par le fameux détour étonnant des fameuses preuves de l'existence de Dieu. À Descartes aussi, il faut un Dieu qui n'est pas le Dieu de saint Augustin, pour disposer d'un point d'appui extérieur, sans laquelle ce moi que je suis demeure en quelque sorte insaisissable par lui-même. Alors peu importe, bien sûr, Dieu est peut-être le nom propre de cela même qui m'ayant toujours précédé et cela même de m'offrir à moi-même. Dieu est peut-être une fiction, la figure fantasmée du Père, peu importe. Mais la leçon est toujours la même. Il n'y a pas d'autre chemin vers soi que celui qui me rend capable de poser un autre qui n'est pas prisonnier de l'image que je me fais de moi-même. Mais quoi qu'il en soit alors, il faut, pour passer à la dernière partie, se rendre compte que on en est là, il n'y a pas de moi sans devenir soi, et sans devenir soi qui n'est précisément de l'ordre du devenir que parce qu'il est porté par la mémoire. Je ne pourrais rien devenir si je ne me souvenais pas. Parce que là, ce ne serait pas du devenir, ce serait de la métamorphose perpétuelle. Mais ce que nous avons découvert ensemble, je l'espère, c'est que ce devenir soi ne peut pas être subi. Je ne deviens pas moi comme le gland devient chêne ou le bourgeon devient fleur. Je deviens moi de manière dynamique par les actes que je pose. Et c'est la dernière dimension du sujet que je voudrais essayer d'évoquer avec vous avant qu'on puisse en discuter ensemble. Au fond, celle qui implique pas seulement la mémoire, qui me retourne vers moi-même comme vers celui que j'ai été, pour mieux comprendre celui que je suis devenu, mais ici, ce chemin vers moi-même qui passe par mes actes en tant qu'ils me construisent, le sujet comme agent, comme celui qui agit. Encore une fois, l'idée qu'il y a derrière, si vous voulez une image très simple, c'est que je ne suis pas devenu moi-même comme le bourgeon est devenu fleur. Pas par un jeu automatique et naturel qui ne requerrait rien de moi. Je ne peux devenir moi-même qu'en acceptant que quelque chose de moi soit requis pour le devenir. Ça veut dire que le moi n'est pas seulement à connaître ou à reconnaître, mais que le moi est vraiment moi, en tant qu'il est toujours à faire. Alors essayons de penser ça. Je crois qu'il y a une grande illusion liée à ce que j'appelle une psychologie un peu paresseuse, c'est celle d'une substantialité du moi comme caractère. Cette tentation que j'appelle paresseuse qui consiste à s'identifier à des traits de caractère. Je suis lâche. Bon, je suis comme ça, on ne me changera pas. Ou courageux. Je suis paresseux. Ou travailleur. C'est ce que je suis. Je suis fidèle. Ou infidèle. Voilà. Et ce serait ce que je suis, avec cette idée qu'il y aurait là des traits de caractère substantiels qui me définiraient et contre lesquels je ne pourrais rien. Mauvaise foi extraordinaire de celui qui vous dit je suis comme ça, on ne me changera pas. Et je vous assure qu'il ne faut pas grand-chose pour changer un homme. Quelques catastrophes, il suffisent largement, généralement. Autrement dit, derrière cette psychologie paresseuse, il y a cette idée qu'on révélerait ce que quelqu'un est en manifestant ses traits de caractère comme s'il s'agissait des attributs ontologiques de sa personnalité. Voilà, il est comme ça, et je peux dessiner son portrait en dessinant son portrait moral d'après les caractères substantiels qui seraient les siens. Certains d'entre vous se disent peut-être, mais c'est ça le caractère pourtant. Non, c'est pas ça. C'est oublier qu'un caractère se construit aussi. Je vais essayer de le dire autrement. Et là, je reprends une belle leçon d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Mais en gros, c'est ceci. Il n'y a pas de sens à expliquer que je bois, ou que je bois trop, parce que je suis alcoolique. Ah, bien sûr, c'est la solution de facilité. Si je veux justifier facilement l'image que je me fais de moi-même, sans prendre le risque de me sentir coupable ou responsable, c'est facile de se dire
Je ne peux pas ne pas boire, je suis alcoolique. Je ne peux pas ne pas fuir, je suis lâche. Je ne peux pas travailler, je suis travailleur. Bon, enfin, qu'est-ce qu'on oublie quand on pense, à supposer qu'on les pense, des choses comme ça? Quelque chose de très simple. Ce n'est pas parce que je suis alcoolique que je bois trop. C'est à force de boire trop que je suis devenu alcoolique. Ce n'est pas parce que je suis lâche que je fuis. C'est à force de fuir que j'ai fait de moi un lâche. Ce n'est pas parce que je suis travailleur par nature que je travaille. C'est à force de prendre l'habitude de travailler que je suis devenu travailleur. Aristote le dit d'une façon très simple, très claire. On a le caractère qu'on s'est forgé. Et si mon caractère dit d'une certaine manière ce que je suis, lâche, courageux, paresseux, travailleur, fidèle ou infidèle, mais c'est en tant précisément que ce caractère lui-même est un produit de nos actes. Bref, non seulement mon caractère n'est pas une sorte de donnée substantielle, constitutive malgré moi de ce que je suis, mais il faudrait même aller plus loin. Si mon caractère était une donnée substantielle indépendante de mes actes, je ne serais tout simplement pas capable d'agir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez effectivement que je sois lâche par nature. Mais ça veut dire que ma fuite n'est pas un acte. Elle est un comportement déterminé par ma nature. Comme le lion qui court après la gazelle. Si je suis travailleur par nature, désolé, alors, vous avez le droit de le croire si vous voulez, mais tirez-en les conséquences. C'est-à-dire que ne vous vantez pas de travailler. Vous êtes déterminé à travailler par votre nature, vous n'avez pas l'ombre d'un mérite, et quand vous travaillez, ce n'est pas un acte, c'est un comportement déterminé par ce que vous êtes. C'est tout. Ça veut dire que si Aristote a tort, quand il dit « on a le caractère qu'on s'est forgé », alors tirons-en les conséquences. Il n'y a pas d'acte, il n'y a que des comportements, des systèmes de comportements programmés par ce que l'on est par nature. Or justement, reconnaître, pour reprendre mon exemple simple, que ce n'est pas parce que je suis alcoolique que je bois, et qu'il faut renverser le lieu commun. C'est à force de boire que je suis devenu alcoolique, mais se reconnaître quelque chose de fondamental dans l'expérience que l'on fait de soi-même en tant que sujet. C'est reconnaître que nous sommes libres. C'est reconnaître que ma puissance d'agir, ma capacité à agir, c'est la conséquence d'une liberté réelle. Ça veut dire que je n'étais pas déterminé à devenir lâche, alcoolique ou travailleur. Et que je suis à moi, en tant que précisément n'étant rien d'abord, n'étant rien a priori, en termes sartriens, l'existence possède l'essence, étant d'abord, j'engage ma liberté pleine et entière dans chacun de mes actes pour devenir, par mes actes, celui que je fais de moi. Autrement dit, on se rend compte que là, on ouvre la voie à une sagesse un peu moins galvaudée que la sagesse du sot, ou la prétendue sagesse, ou la sagesse un peu facile et conventionnelle du « sois toi-même ». L'enjeu éthique à ce niveau, c'est moins d'être soi. En fait, je ne suis pas moins moi quand je bois que quand je suis abstinent, quand je travaille que quand je paresse. L'enjeu éthique, c'est pas d'être soi, c'est d'assumer celui que je me fais être. Au fond, assumer moralement celui que je suis, c'est toujours assumer moralement celui que je suis devenu, c'est toujours assumer moralement celui que je me suis fait être, celui que j'ai réalisé et accompli par les actes que j'ai posés. Là encore, certains d'entre vous ont reconnu la vieille et traditionnelle, enfin pas si vieille que ça, mais devenue traditionnelle leçon sartrienne, exprimée de manière maladroite, abusive et provocatrice. L'homme est la somme de ses actes. Je ne suis pas sûr que cette formule ait un sens parfaitement rigoureux, mais bon, on voit bien ce qu'il veut dire. Je suis le résultat des actes que j'ai posés en engageant une liberté par laquelle j'ai fait de moi celui que je n'étais pas destiné à devenir, mais que je pouvais devenir en le réalisant par mes actes.
Toutefois, bien évidemment, du coup, voilà que cette métaphysique du moi se transforme en une pragmatique du moi. Se connaître, il n'y a pas d'autre moyen de se connaître que de se faire. Là encore, c'est la leçon sartrienne. Vous voulez vous connaître en tant que courageux? Alors agissez courageusement. Voulez-vous connaître en tant que travailleur? Travaillez. Voulez vous connaître en tant que patient? Apprenez la patience. Il n'y a pas d'autre façon possible. Le problème, c'est que bien évidemment, il reste toutefois ici une sorte de point obscur, de point aveugle. On pourrait se dire, mais d'accord, et c'est peut-être la limite ici de la métaphysique des mœurs sartriennes, mais pourquoi valoriser tel moi devenu plutôt que tel autre? Ne puis-je pas après tout devenir tout ce que je veux par un acte de liberté? Pourquoi ne pas me choisir lâche, paresseux ou alcoolique? Pourquoi ne pas faire ce choix-là? Est-ce pas engager sa liberté de manière tout aussi radicale que quand je me fais courageux, travailleur ou sobre? Bref, se poser cette question, tout ce que je fais de moi est-il légitime? Tout ce que je peux faire de moi a-t-il la même valeur? Ça pose bien évidemment la question éthique. C'est-à-dire que ça pose la question de l'orientation de notre devenir. Y a-t-il, oui ou non, une orientation interne, une boussole interne qui nous montre un chemin particulier ou n'y en a-t-il aucun? Je peux devenir, en l'assumant, tout ce que je deviens dès lors que j'assume les actes que j'ai posés. Mais là, on se rend bien compte qu'il n'y a que deux possibilités. Soit il n'y a pas d'orient. Il n'y a pas d'orientation transcendante, il n'y a pas d'orientation métaphysique ou morale qui nous donnerait le droit de juger que mieux vaut être courageux que lâche, travailleur que paresseux, fidèle qu'infidèle. Ok. Relativisme moral absolu, ce sont des normes sociales fabriquées pour l'utilité de la société, parce que la société a besoin plutôt de gens travailleurs que de gens feignants. On a valorisé le travail. Parce qu'on a besoin de gens qui sont capables de tenir parole, on a favorisé la fidélité plutôt que l'infidélité. Mais au fond, derrière le jeu des normes morales se cacheraient simplement des besoins sociaux. Bon, voilà. C'est une façon de penser l'utilitarisme, le relativisme moral. Bon, d'accord, pourquoi pas. Mais au fond, c'est la seule solution qui reste quand on dit « il n'y a pas d'orient ». Il n'y a pas d'orientation. Rien ne nous oriente vers telle ou telle façon particulière d'être moi, d'être soi, plutôt que vers telle autre. Et dans ce cas-là, le moi n'est que le résultat arbitraire d'un jeu de décisions artificielles. Je suis devenu alcoolique, je sais pas, j'aurais pu devenir pervers, mais bon, c'est un peu plus compliqué, c'est bon. Pour de grives, on mange des merles, hein, c'est bon. Soit on admet qu'il y a un orient, c'est-à-dire que je ne suis jamais aussi moi-même que quand j'agis pour faire grandir mon humanité dans la singularité de ma propre histoire. Et que du coup, l'enjeu éthique n'est pas un enjeu social. C'est pas travailler parce que la société a besoin de travailleurs, c'est pas être fidèle parce qu'il y a des contrats à signer, mais que l'enjeu éthique devient l'enjeu anthropologique, et que la question éthique devient qu'est-ce qui me fait grandir? Qu'est-ce qui permet de faire grandir en moi la conscience de ce qui fait le meilleur de mon humanité? Ah oui, ceux qui me connaissent un peu le savent, je considère effectivement que, non, une métaphysique du moi engage la morale à cette hauteur-là. La question « qu'est-ce que je suis ?» engage, me semble-t-il, la question « qu'est-ce qui me fait grandir ?» Qu'est-ce que j'ai vocation à devenir? Il ne suffit pas de dire « je suis un homme ». L'homme est le seul vivant qui peut être qualifié d'une humain pour la simple et bonne raison que l'humain en nous n'est jamais pleinement accompli. Le lion est lion du seul fait d'être né lion, la taupe est taupe du seul fait d'être né taupe. Il ne suffit pas à un homme d'être né d'un homme et d'une femme pour être un homme. L'humanité est en nous quelque chose à faire, à réaliser, à accomplir. Elle n'est jamais réductible à un donné,
biologique. Et justement, c'est quoi le moi? C'est celui qui a reçu cette charge, peu importe d'où on considère qu'elle vient, cette mission, là comme vous voulez, cette vocation, peu importe, de réaliser en lui l'humain, de faire grandir en lui ce qui n'est d'abord présent qu'à titre de potentialité. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que je peux tout faire, mais celui que je deviens, c'est toujours le résultat de ce que je fais, de ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas choisi de naître à telle époque, dans tel ou tel milieu, bien sûr. Mais ce que je peux choisir, c'est ce que je fais de ce qui m'est arrivé. Et c'est ça la liberté. C'est une manière, en tout cas, possible de penser la liberté. Je ne peux pas choisir ce qui m'est arrivé, ma liberté n'est pas là, mais je peux choisir ce que je fais de ce qui m'est arrivé. Et j'accède à la dignité de sujet quand j'accepte précisément de reconnaître ma capacité d'agir, ce qui veut dire, c'est un pléonasme, d'agir librement. Un agir non libre est un comportement, ce n'est pas un acte. J'accède à la dignité de sujet quand précisément je consens à faire quelque chose de ce qui m'est arrivé pour, par mes actes, faire grandir en moi ce qu'il y a de plus authentiquement humain. L'enjeu du moi n'est pas d'abord un enjeu métaphysique, ou comme enjeu métaphysique, il est en même temps un enjeu éthique. Bref, se connaître soi-même, ce n'est pas s'installer en soi, ce n'est pas reposer en soi, c'est être tendu, c'est-à-dire c'est être en attente, mais cette attente est une tension active, vers ce qui me fait grandir. Quelques remarques très rapides et même précipitées en guise de conclusion. La première, l'enjeu du juste rapport à soi, vous l'aurez compris, n'est pas un enjeu social. C'est d'abord un enjeu éthique. Nul n'est vraiment lui-même quand il avilit par ses actes ce qu'il y a en lui de plus humain. Alors là, je vais le faire Roland-Spierre. Être soi ne peut pas vouloir dire autre chose qu'être bon et vertueux. On n'est jamais soi-même quand on se comporte comme un salaud. C'est discutable, et je vous laisserai le discuter si vous voulez. Deuxième, c'est justement pour ça que je me précipite un tout petit peu, pour vous laisser la parole. Deuxième remarque en guise de conclusion. À quoi reconnaît-on que l'on est soi-même? Qu'il y a cet accord de soi à soi dans lequel nous reconnaissons justement cette croissance possible. Ce signe, me semble-t-il, il y a un signe, me semble-t-il, irrécusable, c'est la joie. La joie, c'est pas la satisfaction, c'est pas le plaisir, quoi. C'est autre chose. C'est bien le plaisir, hein, c'est très bien. Mais la joie est autre chose. L'expérience de la joie est une expérience métaphysique, c'est pas une expérience empirique ou hédoniste. La joie, c'est le signe auquel je reconnais que quelque chose en moi a grandi, ou en autrui, d'ailleurs. Je prends un exemple tout bête. Je peux éprouver du plaisir à ce que mes enfants aient des bonnes notes, mais j'ai de la joie à les voir grandir en humanité. Ma joie est dans le fait de les voir devenir meilleurs. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pareil pour soi. Je peux éprouver du plaisir à avoir une promotion, une augmentation de salaire. C'est plaisant, ça fait du bien. Très bien. Mais la joie, c'est par exemple d'avoir conscience qu'on fait bien son boulot. C'est-à-dire qu'en le faisant, on fait grandir en soi quelque chose. C'est dans la joie que l'on éprouve qu'on reconnaît en nous quelque chose qu'on peut appeler moi. L'expérience du moi, l'expérience de la joie. Voilà. Je sais, c'est fait au lance-pierre, mais c'est pas grave. Troisième remarque en guise de conclusion, notre vie sociale n'est pas le dernier mot de notre rapport à nous-mêmes. Et je crois que nous avons tous, quoi qu'il en soit notre foi, notre absence de foi d'ailleurs, à redécouvrir les étendues immenses d'une intériorité irréductible à nos masques et à nos rôles. Et quelle que soit la foi ou la non-foi qui est la nôtre, c'est ce qu'on appelle la vie spirituelle. Il n'y a pas d'expérience possible de l'intériorité en dehors d'une exigence spirituelle, quelle que soit la forme qu'elle prend. Quatrième et dernière remarque, conclusive, on aurait pu avoir l'impression au début de cette séance que le fait que le moi ne soit pas quelque chose est une mauvaise nouvelle. Ah, merde, c'est angoissant. J'espère que vous avez compris qu'au fond, c'est peut-être bien une bonne nouvelle. Le fait que je ne sois rien
d'abord, est précisément le gage de ma liberté. Le fait que je ne sois pas quelque chose, c'est ce qui fait que je me fais par les actes que je me pose. C'est parce que je ne suis rien d'abord, mais que je peux me faire par les actes que je pose, et grandir en découvrant en moi des potentialités que j'ai la charge de déployer, que je fais l'expérience d'un moi qui n'est pas réductible à un caractère génétiquement déterminé, mais qui se reconnaît dans quelque chose comme l'ouvert d'une vocation. La liberté n'est donc pas un attribut du sujet. Je ne suis pas libre comme je suis professeur de philosophie. Je ne suis pas libre comme je suis susceptible. Je suis libre comme je suis moi, exactement. La liberté, en d'autres termes, est mon essence. Je suis moi en tant que je suis libre. Et l'expérience du moi est toujours l'expérience d'une liberté radicale, parfois ensevelie sous les enjeux sociaux. Voilà, je vais arrêter ici. Et pour ceux qui seraient là pour la première fois, donc vous rappelez qu'on a encore une dizaine de minutes à un quart d'heure. J'aurais bien aimé une demi-heure, mais ça a été plus long que je le croyais. J'étais un peu bavard, je suis toujours un petit peu d'ailleurs. Je considère qu'un cours de philosophie n'a aucun sens quand il est simplement l'exposé, plus ou moins magistral, d'un discours qui tombe de haut et qu'on cueille ou qu'on ne cueille pas. Le rôle du philosophe n'est pas de dire la vérité ou de prétendre la dire, il est encore une fois de donner à penser en provoquant. Et donc, bien évidemment, j'ai essayé de jouer le jeu d'une provocation minimale qui puisse vous donner à penser, et cette conférence, qu'on l'appelle, ce cours, je ne sais pas, cette rencontre, ne sera véritablement philosophique ou n'aura été philosophique que quand vous y aurez pris votre part, pas seulement par des questions pour être sûr que vous avez bien compris, mais objections, discussions, à quoi ça vous fait penser, bon voilà. En tout cas, maintenant, la parole est à vous. Merci, oui, n'oubliez pas. Alors, voilà, je vous en prie. Alors attendez, on va faire... je vois que j'ai un petit quelque chose à côté de moi, et si j'arrivais à le faire fonctionner... Ouais, je crois que j'arrive. 1, 2, 3, ouais, ça a l'air de marcher. C'est gentil, merci beaucoup. Pardon. En fait, je suis sourd comme un pot, j'entendrai rien du tout à ce que vous dites, sinon... Merci. Vous dites que c'est dans la capacité d'agir qu'est la liberté. Mais je peux choisir dans quel cadre je peux agir. Donc dans ce cas-là, est-ce que c'est toujours, est-ce que je suis toujours libre? Je pense à l'exemple de l'identité collective. Par exemple, si je dis je suis française, je peux agir de manière à me faire grandir, mais en voulant promouvoir ou faire connaître les valeurs que j'attribue à l'histoire française. Enfin, c'est un exemple. Donc, est-ce que c'est toujours la liberté ou alors c'est juste une modalité d'action? Oui, c'est une question compliquée, mais bon, d'abord, soyons bien clairs, ma liberté, dans ce sens-là, en tant qu'elle maintient ouvert pour moi la possibilité d'agir, de me faire être par mes actes, de me constituer à travers eux, n'est pas une liberté absolue. Elle n'est pas une liberté intégrale, elle n'est pas une autonomie radicale parce que je ne suis pas moi-même au propre fondement. Donc ça, c'est la première chose. Ma liberté concrète est toujours prise dans les filets d'une histoire et d'un milieu. Bien sûr que je ne serais pas le même si j'étais né 10 ans plus tôt à 2000 km d'ici. Ou à plus forte raison, 1000 ans plus tôt. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que cette phrase ait un sens.
Je ne serai pas le même parce que simplement ce ne serait pas moi, de toute façon. Hein, bon. Donc, qu'on le veuille ou non, bah bien évidemment, je suis en partie déterminé par mon éducation, mon milieu, ma langue. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, parce que si je n'étais pas en partie déterminé par mon milieu, il n'y aurait rien par rapport à quoi je pourrais me construire. Le fond de mon identité, l'un des fonds de mon identité, est aussi un fond social et culturel. C'est bien évidemment le contexte, encore une fois, historique et social, à partir duquel j'ai à me construire. Et ça, on ne peut pas le nier. Je ne suis pas, socialement non plus, à moi-même, mon propre fond et mon propre principe. Le risque, bien évidemment, c'est de prétendre déployer sa liberté en ne faisant que jouer le jeu de ce que quelqu'un comme Bourdieu appelait, par exemple, la stratégie de la reproduction. Croire que je suis libre quand je ne fais que reproduire les figures dominantes du milieu qui m'a façonné. Et jouer ma liberté dans cette seule stratégie de reproduction, bah ça, un nom s'appelle le conformisme social, et c'est exactement le contraire de la liberté. Ça veut dire que la question, là encore, devient celle-ci. Il y a quelque chose qui m'est arrivé. Dans votre exemple, naître français, alors j'ai appris une nouvelle expression il n'y a pas longtemps, de race blanche. Bon, ça aurait pu être pire, j'ai eu de la chance alors du coup. Hein. Bon, voilà, bon bah très bien. Bon, langue française, éducation, tel milieu, à telle époque, dans telle région, bon, très bien. Mais ça, c'est ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé n'est pas sans incidence sur ce que je suis, mais ne détermine pas ce que je suis. Et la question, je l'aime, qu'est-ce que je fais de ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que je fais du fait d'être né en France dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans des conditions particulières qui m'ont amené à traverser une crise économique, culturelle, sociale, etc. Qu'est-ce que j'en fais, hein? Et on ne peut échapper au piège et au risque sclérosant du conformisme intellectuel et culturel, et parfois du politiquement correct, d'ailleurs, qu'à la seule condition de se poser radicalement cette question. C'est-à-dire, je ne peux mettre en jeu ma liberté que là où précisément j'ai conscience qu'elle peut tracer un chemin. Un chemin qui me montre ce qui est possible, mais qui me dit en même temps que tout n'est pas possible. En même temps, les possibles sont extraordinaires. Il faut juste en prendre conscience. On croit parfois que nos catégories de pensée sont déterminées presque totalement par les catégories socio-culturelles qui sont les nôtres. Mais pas du tout. Il y a un moyen quand même extraordinaire d'échapper à cette espèce de déterminisme intellectuel. Ça s'appelle la culture ou le savoir. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, quand on découvre ce que veut dire « connais-toi toi-même » pour un grec, on découvre quelque chose qui ne relève pas du tout de nos schémas et nos catégories de pensée. Mais on découvre par là même qu'il est possible de penser autrement, selon des catégories sociales, culturelles, intellectuelles, métaphysiques, qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui. S'instruire, ce n'est pas simplement se donner les moyens de jouer à question pour un champion. S'instruire, c'est ouvrir notre intelligence à des formes possibles d'altérité qui nous arrachent à nous-mêmes en nous faisant découvrir qu'on peut penser autrement, qu'on peut croire autrement, qu'on peut aimer autrement, qu'on peut vivre autrement. Et que le moi n'est pas déterminé par ce qu'il avait à être, mais que c'est précisément dans cette découverte, je peux vivre autrement, penser autrement, croire autrement, que se joue quelque chose qui est de l'ordre de ma liberté. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonjour. J'ai cru comprendre que le moi se faisait dans la réalisation de l'humanité, mais comment vous définissez l'humanité? Oui, bien sûr, parce que, effectivement, si le moi ne sera pas... Il y a un geste que je refuse, disons-le autrement, mais même si ce refus que j'opère est discutable, c'est l'idée d'un moi qui ne se définirait que par rapport à lui-même. Parce que je vous dis que je ne vois pas. Se définir par rapport à soi reviendrait en définitive à se définir par rapport à rien. Donc l'enjeu reste entier. Par rapport à quoi vais-je me saisir? Définir begreifen, si vous voulez. Bon, voilà, c'est conceptuellement, ou psychologiquement, ou existentiellement, peu importe. Hein.
Alors les Grecs disaient par rapport au monde, les médiévaux disaient par rapport à Dieu. Je crois que dans tous les cas, peu importe, il y a au moins quelque chose qui me semble pouvoir mettre tout le monde d'accord. C'est au fond par rapport à l'homme. Qu'est-ce que je suis? C'est quelle sorte d'homme suis-je? Et je ne vois pas ce que cette question peut signifier d'autre. Et la question quelle sorte d'homme suis-je? Je l'entends alors de la manière suivante. Comment est-ce qu'en moi, dans la singularité de mon existence, s'accomplit, se réalise et se joue quelque chose de proprement humain? Or, bien évidemment, on pourrait dire, oui, mais enfin, le proprement humain peut être extrêmement ambivalent. On peut dire que l'égoïsme est proprement humain, l'instinct de domination, l'esprit de concurrence, de rivalité, la violence et le débordement des passions. Et on peut dire, ce n'est plus optimiste, que non, ce qui est proprement humain, c'est la bonté, la générosité, la vertu, la solidarité, etc. On va dire, voilà, chacun sa position. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas, pourquoi? Parce que si l'humain est non pas ce que nous sommes, mais ce que nous avons à devenir, ce que nous pouvons devenir, la route qui conduit à l'homme ne peut être qu'un chemin ascendant. C'est toujours se déshumaniser que descendre la pente. Et c'est bien sûr le plus facile. C'est bien plus facile d'être alcoolique que se contrôler. C'est bien plus facile de satisfaire sa libido dominandi que de ne pas se laisser berner par les lumières du pouvoir. Le pire, le plus mauvais, le plus paresseux, le plus lâche, c'est toujours le plus simple. Il faut être paresseux pour être lâche. Voilà, parce que c'est facile, il n'y a qu'à descendre la pente. Et donc je crois qu'au fond, oui, je prends conscience de ce que je suis quand je prends conscience de ce que j'ai à réaliser pour être un homme, et je prends conscience de ce que j'ai à réaliser pour être un homme quand je prends conscience que le chemin est difficile, parce que c'est une ascension. N'est véritablement humain que ce qui me fait grandir. Et le problème, c'est que quand je crois être arrivé en haut de la pente, ça y est, j'y suis, mais c'est fini, je la dévale aussitôt. Quand je commence à croire qu'en moi l'humanité s'est accomplie, je suis un homme, un vrai, un pur, un dur, c'est précisément que je suis devenu un barbare. Le barbare croit qu'en lui, l'humanité s'est incarnée, et qu'être un homme, c'est être comme moi. Et que les autres qui ne sont pas comme moi sont forcément moins que moi, puisque je suis au sommet, et que ce sont donc des sous-hommes. Il n'y a donc d'humanité susceptible de se reconnaître elle-même dans l'acte d'un sujet que dans la reconnaissance en même temps d'une déficience. L'humain en moi est toujours ce qui fait défaut. L'humain en moi est toujours ce qui manque, ce qui revient à dire, selon l'image que je viens d'utiliser, qu'il est toujours au-delà de moi. Il n'y a de moi authentique que dans la reconnaissance d'un déficit du moi qui ne sera jamais comblé, mais qui précisément dynamise mon existence en m'indiquant un chemin qui n'est un chemin que parce qu'il est un chemin vers le haut. Et c'est pour ça, au fond, qu'une métaphysique du moi est toujours une métaphysique des mœurs. L'enjeu est un enjeu éthique. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Je reviens au passage où vous conseillez, où vous parlez de plonger en soi-même, de se rappeler par le jeu de la mémoire l'enfant qu'on était, qui nous a constitué, les diverses étapes qui nous ont constitués. Si je suis pressée de me connaître, j'entends pressée dans le sens premier du terme, parce que je suis pressée de me connaître, et dans le sens urgent, c'est-à-dire je suis mal, j'ai un mal-être en moi, j'ai besoin de me connaître pour pouvoir continuer à avancer. Que pensez-vous pour forcer une mémoire qui pourrait être défaillante ou qui pourrait me tromper, qui pourrait être capricieuse? Que pensez-vous du recours à la psychanalyse déjà et éventuellement à l'hypnose? Pour le recours à la psychanalyse, serait simple, c'est l'un, bien évidemment, des recours possibles. Je ne crois pas du tout que ce soit le seul. Saint-Augustin n'a pas besoin de psychanalyste pour entrer en lui-même et faire un voyage extraordinaire dans les profondeurs de sa mémoire. Rousseau
non plus, puisque la psychanalyse n'existait pas à ce moment-là. Mais oui, effectivement, je crois que la tradition psychanalytique, c'est vrai, dont j'ai pas dit grand-chose, mais j'aurais pu consacrer largement une partie à la tradition psychanalytique, ça aurait été sans doute intéressant, prend au sérieux précisément ce qui, de celui que je suis devenu, prend sa source et s'enracine dans celui que j'ai été. Il reste toujours quelque chose de celui que j'ai été, ne serait-ce que sous la forme d'une blessure, et d'une blessure qui toujours me sépare de moi-même. Et donc, au fond, la grande leçon de la tradition psychanalytique, c'est que être, c'est mal. Être, pour un moi, ça fait mal. Parce que c'est découvrir qu'on ne coïncide jamais pleinement avec soi, qu'on ne fait jamais un avec soi. Et je crois que le coup de génie de la tradition psychanalytique, c'est de nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas de devenir soi enfin, mais de pouvoir accepter l'impossibilité d'être soi. Cette blessure, pas forcément narcissique, cette différence entre moi et moi, qui certes toujours me blesse, mais qui en me blessant, m'offre précisément à moi-même comme quelque chose toujours à faire. Et donc je crois qu'effectivement, il y a un génie propre de la tradition psychanalytique, quand elle est bien comprise, qui fait que j'en pense bien évidemment le plus grand bien. Quand la psychanalyse devient un jeu d'apprenti sorcier, bon là je ne serai pas là-dessus, mais voilà, le meilleur de la tradition psychanalytique rejoint précisément les intuitions les plus fécondes des mystères, des angoisses et des affres du moi prises au sérieux sans se voiler la face. Alors l'hypnose, je ne connais pas. Je sais que la tradition psychanalytique d'emblée s'est constituée en rejetant, en laissant de côté l'hypnose. Le premier cas de guérison psychanalytique a été fait sous hypnose et que Freud justement invente la psychanalyse en disant le problème c'est comment accéder à soi quand je ne sais pas que c'est à moi, en fait dans un état qui n'est pas un état de conscience. Alors je sais bien que l'hypnose produit des effets thérapeutiques. Mais le problème, je crois, de l'hypnose, c'est précisément le problème d'un rapport à soi qui fait l'économie d'une conscience de soi, d'un rapport au passé sans conscience, et donc que je ne peux pas m'approprier, que je ne peux pas réintégrer en moi. Ça veut dire, au fond, qu'on ne soigne pas la blessure, mais simplement la souffrance. Et je crois qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin que cela avec l'hypnose. Et que justement, un rapport conscient à soi, qui soit psychanalytique, qui soit spirituel, qui soit littéraire, je pense par exemple, tradition littéraire, à la façon dont Christine Angot, qui est passée aussi par une psychanalyse longue, mais au fond, l'écriture est bien chez elle, l'acte par lequel elle entre en elle-même, pas seulement avec des qualités d'écrivain parfois brillantes, parfois profondément agaçantes et pénibles, mais parfois brillantes, dans son dernier livre Brillante en tout cas. Donc il y a bien des manières, la littérature, l'art, la psychanalyse, la religion. Les voies sont nombreuses et multiples, et la bonne nouvelle c'est qu'il y en a pour tout le monde. Mais encore une fois, une voie qui mettrait entre parenthèses le rapport conscient à soi risquerait au bout du compte de ne produire qu'un effet de surface. Encore une fois, soulager la douleur et non pas soigner le mal. Et au passage, la fameuse malade du docteur, qui s'appelle Breuer, je crois, qui avait été guérie sous hypnose de ses névroses, je vous rappelle que d'après le récit qu'en fait Freud, elle n'est guérie parce que justement, elle sort de l'hypnose au moment où elle se souvient du souvenir traumatique qui est à l'origine de ses névroses. Et c'est pour ça, nous dit Freud, que ça a marché. C'est pas parce que l'hypnose était bien faite, c'est parce que l'hypnose a raté qu'elle a guéri. Peut-être une dernière question, si elle est aussi rapide que ma réponse pourra l'être. Et sinon, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis donc, au premier mardi du prochain mois pour la suite des opérations. Voilà.